J'avais ce truc de la performance et je savais qu'au travers de quelqu'un qui est bienveillant et qui te veut te voir et te filmer, plusieurs personnes peuvent devenir acteurs ou comédiens. J'ai la sensation que dans les petits rôles, il faut être encore meilleur que quand tu as un vrai rôle. Donc c'est pas toujours évident d'arriver sur un tournage sur une journée ou deux, de pas connaître l'équipe, de devoir être bon de suite. Il y a une forme de pression, c'est compliqué. Et je me retrouve imprimé sur les papiers de baguettes de pain partout en France. J'ai des potes qui m'appelaient, qui me disaient « C'est toi là sur la baguette de pain ?» J'étais là genre « Ouais, c'est bon, putain, c'est pas possible. » Hello tout le monde, c'est Samuel. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 12e numéro de Ciné Massilia. Aujourd'hui, mon invité est à la fois réalisateur et acteur. Il a mis Marseille en noir et blanc et il a surtout plongé la tête la première pour faire ce métier. Régis Fortino, bienvenue à Ciné Massilia. Merci. On est ravis de t'avoir avec nous. On va parcourir tout ton chemin. Mais avant ça, tu es venu avec un objet. Peux-tu nous le présenter ? Bien sûr. Donc, comme je te disais, j'ai pas beaucoup d'objets fétiches, mais j'ai ramené un petit truc qui m'arrive de traîner avec moi quand je suis stressé ou que j'ai envie de me concentrer. Donc, c'est un mala que j'utilise en yoga. Et voilà, ça me suit dans des moments de concentration ou dans des moments où je suis un peu tendu, quoi. D'accord. Tu t'en sers avant les tournages particulièrement ou... Non, c'est plutôt quelque chose qui m'accompagne au quotidien, que je recharge en faisant du yoga ou des méditations. Ok. Et quand j'ai un truc qui va pas, je mets. Ok. Bon, là, tout va bien pour l'instant. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, Régis, c'est comment est-ce que tu es passé de nageur professionnel à comédien-réalisateur ? Ouais. Ça s'est présenté comment la première fois de faire une publicité ? Ça s'est pas fait, on va dire, en une fois, hein, mais j'ai toujours eu un pied plus ou moins dans la photo et dans l'envie de faire de l'art. Moi, j'ai un frère qui est plasticien, qui fait pas mal de performances, de vidéos et de création. Et par son intermédiaire, j'ai touché au milieu de la créativité, de la vidéo, de la performance. Et ça a allumé une petite lumière. Et à côté de ça, pendant plusieurs années, je tenais un blog de voyage avec des photos et des textes. Et tout ça mis bout à bout, un jour, je me suis dit, mais... C'est à ce moment-là qu'il y a eu le déclic, l'élément déclencheur ? Ouais, quand même, ouais. Alors moi, j'ai découvert ton travail de réalisateur avec un court-métrage qui s'appelle Marie-Louise. Il me semble-t-il, encore sur MyCanal. Quelle avait été l'étincelle de départ de ce film ? Moi, j'ai grandi à Marseille. Voilà, j'ai pas mal fréquenté le bord de mer. C'est un endroit où j'ai eu mes premiers émois et mes premières folies. Il y a quelques années, j'habitais au Canada et quand je suis revenu à Marseille, il y avait un collectif qui a installé un plongeoir à Marseille de manière sauvage. Et je le trouvais hyper poétique. Et en fait, c'est venu assez vite. Je me suis dit, mais je vais écrire une histoire avec ce plongeoir qui est là, dans cette arène au Petit Nice. Et on va dérouler des fils et on va monter tout un concept et une idée là-dessus. Ouais. C'est une espèce de chronique d'existence, ce film, en réalité. Et pourquoi Marie-Louise ? D'où vient le nom ? Bonne question. J'ai gardé le nom parce qu'à la base, moi j'ai grandi dans le 7e au Catalan et à l'époque, il y avait encore une plateforme pour faire des plongeons. Elle n'y est plus aujourd'hui, malheureusement. Et on avait un plongeon dans le quartier qui s'appelait une Marie-Louise. C'était un plongeon en avant avec une hyper extension. Un truc un peu macho, genre, ouais, j'offre mon corps au vide et au plat, tu vois. Et on appelait ça une Marie-Louise. Et quand j'ai écrit le film, j'ai voulu que le personnage féminin s'appelle Marie-Louise et que à la base il y avait toute une idée où c'était ce personnage-là qui allait faire ce plongeon, qui allait rester dans les annales après pendant longtemps à Marseille. Au fil des réécritures, ça a explosé et j'ai tenu à garder le nom Marie-Louise pour un petit clin d'œil à mon quartier. Clairement, c'est Made in Marseille ce projet. Et ce que j'ai trouvé sublime, c'est ce noir et blanc. Ça a été un choix tout de suite instinctif, évident. Ouais, direct. Ouais. Bah, pareil, tu vois, ma pratique de la photographie, je savais que je voulais tourner avec une lumière très haute et très crue, très franche. Et je savais qu'en couleur, les reliefs étaient un peu plutôt aplatis, alors qu'en noir et blanc, ça a explosé. C'était quand même assez fou, les contrastes. Et j'en ai parlé à Christo Roussef, là, le chef opérateur, là, le directeur photo. Et lui, direct, quand j'ai dit ça, j'ai dit « Je veux tourner la mer et les rochers en noir et blanc à Marseille à midi. » Et il a dit « Ah, banco, je suis là. » Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et ça a été quel défi de tourner sur les rochers de Malmousque ? J'imagine qu'il y a... L'enfer. Compliqué ? L'enfer.
Ouais, l'enfer pour lui, pour nous, pour tout le monde, mais ça s'est bien fait. Alors, ce qui est drôle, c'est que 2 trucs l'enfer parce que t'es caméra à l'épaule et que il faut tout le temps que tu regardes où tu mets les pieds. Et en même temps, aussi un bon côté parce que moi, je voulais qu'il y ait des gens, tu vois, de la figure, des corps, des gens. Et en fait, les gens passaient à la plage, je leur dis, venez, il y a un tournage, ça vous dit de venir? Et les gens venaient s'installer sur les rochers. Du coup, j'avais l'ambiance du Petit Nice et de la mer de manière naturelle, quoi. Donc ça, c'était cool. Complètement. Il a fallu combien de temps pour le tourner? On a tourné en 4 jours. 4 jours. Et sans argent à la base, donc très compliqué aussi. C'est de l'autofinancement ou... Ouais, alors il y avait une boîte de production, mais on n'a pas été financé en amont. On a eu pas mal d'aide après parce que le film a bien marché. Mais au début, on se fait recaler des aides. Souvent reproché sur le papier de coller à Corniche Kennedy. Pas l'impression que le film ressemble à Corniche Kennedy. Non, du tout. Et puis quand bien même, il faut lui laisser sa chance, effectivement. Comme je le disais, Chronique d'existence, on suit ces jeunes adolescents qui se ressentent finalement. Et dans ce film, il y a un visage que maintenant on connaît tous, c'est celui de Malou Kebizi, que tu as repéré. Comment ça s'est passé? Moi, j'ai fait pas mal de casting sauvage pour le projet. Je voulais, comme j'avais pas d'argent forcément, je voulais une nature assez brute et assez franche qui allait incarner directement les personnages. Donc j'ai fait du casting à la plage, j'ai fait du casting dans la rue et j'ai fait du casting dans des assos de cinéma et de théâtre. Et Malou participait à l'époque à un atelier chez Movida. Et quand on s'est rencontrés, voilà, elle a eu la patate directe. C'est quelqu'un qui voulait y arriver et faire du cinéma. Et nous, ça a accroché de suite. Et elle est rentrée sur le projet. Et voilà. Ouais, cette nature brute, effectivement, que tu as eue après sur le tournage. C'est facile de travailler avec elle, justement? Oui, parce qu'elle était motivée. Les autres collègues, des fois, c'était compliqué, mais... Qui était aussi acteur professionnel à côté, les autres comédiens, les membres du casting? Non, pas du tout. Non. Casting, tout le monde en casting sauvage. D'accord. Et il y a que Malou qui, derrière, a rebondi, pour le moment. Oui, clairement, puisque c'est aussi toi qui lui as donné cet élan. Je me suis un peu informé. C'est toi qui l'as placé sur ce casting pour Diamant Brut d'Agathe Redinger et qui a fait cette explosion. C'était naturel pour toi, spontané, de dire tiens, il y a un casting, ça peut lui correspondre? Ah oui, carrément. Ouais, carrément. En fait, moi, j'ai essayé de les préserver pendant un moment parce que le rêve de devenir acteur, il est quand même vraiment très, très, très complexe. Et là, quand tu te retrouves dans un court-métrage un peu mis de l'avant avec, même si on n'avait pas de moyens, tout était pro, les costumes, le maquillage, la régie, etc. Donc moi, je leur disais tout le temps, c'est peut-être la première et la dernière expérience que vous aurez comme ça. Bon, Malou m'a fait mentir. Et du coup, quelques temps après, j'ai vu, comme je suis comédien, je vois les annonces passer. Et quand je vois l'annonce de Agathe passer, je dis, mais là, en fait, ça, Malou, c'est pour toi, quoi. T'y vas, c'est toi, quoi. Et puis après, elle a fait, c'est elle qui a tout fait, quoi. Ouais, t'as eu le flair, effectivement. Comme tu l'as souligné à l'instant, tu es aussi comédien, plus de la réalisation. En début d'interview, tu m'as parlé un peu de cet échange, ce transfert du métier de nageur professionnel au cinéma. Mais est-ce que dans ton enfance, l'adolescence, le cinéma, ça occupait déjà une place? À la maison, par exemple? En tout cas, pas une place en termes de profession, si tu veux. Moi, je viens d'un univers assez populaire, donc le cinéma, c'était la télé, les cassettes, quoi. Donc je bouffais pas mal de télé, mais non, je m'étais jamais dit... non. Comme pas mal d'enfants, j'avais ce truc où tous les jours, je me levais, je mettais une cassette, je regardais des films en boucle, plein de fois. Mais non, je crois pas, ouais. Tu te souviens de ces films que tu regardais régulièrement? Il y a une cinéphilie qui s'est créée? Non, pas vraiment. Non, franchement, je me souviens des Goonies que j'ai vus en boucle. Ok. J'avais un film où il y avait des gars qui faisaient du BMX, ce qui était assez fou. Et je me souviens pas le titre, j'arrive pas à le retrouver, ce film. Pas des trucs fous, quoi. Ouais, en fait, c'est venu de façon un peu évolutive, ce désir de faire ce métier. Tu m'as parlé de ton frère plasticien. Ouais. Et ensemble, il y a ce projet, il faut que tu m'en parles, la Grammaire Fauve. Ça te ramène à quel souvenir? Ça, c'est fou, hein. C'est la traversée de la France jusqu'au le nord de l'Écosse en camion. On a mêlé la vie qu'il avait, lui, à ce moment-là, donc de plasticien. Il avait un projet, il avait envie de faire quelque chose, une vidéo. Et moi, j'étais en camion et je baroudais en Europe. Et il me dit, on va partir ensemble et on va filmer une errance d'un homme qui se rapproche de la nature. Et on est parti 1 mois et demi sur la route en cherchant des endroits atypiques, en créant ce personnage qui est venu au fur et à mesure. Et ça a donné ce film qui est
moi je trouve assez fou, quoi. Est-ce qu'on peut le voir quelque part un jour? Ouais, je crois qu'André, Il je crois que tous les films de mon frère, ils sont accessibles sur son site. D'accord. Et après, il a beaucoup tourné en galerie, en musée, etc. Ouais, je crois que sur son site, on peut le voir. Et ça t'a donné un élan justement pour la suite, de te dire j'ai envie de filmer moi aussi des histoires? Ouais, j'ai envie de filmer des histoires. Après, avec André, j'étais vraiment devant la caméra, donc j'avais ce truc de la performance et je savais qu'au travers de quelqu'un qui est bienveillant et qui te veut te voir et te filmer, tout le monde, en tout cas plusieurs personnes peuvent devenir acteurs ou comédiens. Et donc ça m'avait transmis ce truc-là et j'avais envie de me confronter à ça, quoi. Clairement. J'ai noté qu'en 2015, tu avais fait l'école des métiers du cinéma et de la vidéo, EMCV, pour apprendre les techniques du documentaire. Ouais. Pourquoi le documentaire? Bah, comme je te disais un peu au début, c'est ça, j'avais moi cette idée je tenais un blog photo et texte, et un jour j'ai une amie qui m'a dit mais en fait t'as déjà essayé de faire du documentaire? Et ouais, j'étais pas du tout là-dedans, hein, puisque j'étais vraiment encore dans le sport à ce moment-là, et j'étais là genre du documentaire, et finalement ouais, j'ai fouiné, j'ai vu que le documentaire était vraiment pas l'image que j'en avais, mais il était beaucoup plus large que ce que je pouvais m'imaginer, documentaire animalier et tout. Et là, au Québec, puisque j'étais au Québec à ce moment-là, il y a cette formation qui dure 1 an et qui est quasi gratuite et t'apprends les techniques du documentaire. Et je suis parti et je suis resté là-bas 1 an. 6 mois de technique, 6 mois pour faire un film et voilà, ça m'a mis le pied à l'étrier, quoi. Québéco-locaux? Les Québéco-locaux, c'est un projet qui a pas fini, t'as bien fouiné, qui a pas encore vu le jour. Ah d'accord, ok. Ouais, il est dans les bacs. Par contre, super histoire, j'ai rencontré un couple, ils détestent que je les présente comme ça, mais un couple d'anciens polytoxicomanes qui se sont mis au vert en construisant une maison écologique et suffisante au Québec, en campagne, le premier du genre. Et je suis arrivé à la première pierre qu'ils ont posée, et je suis resté, après qu'ils aient posé la dernière, jusqu'à ce qu'ils aient un enfant. Donc j'étais pas là tout le temps, je venais par période. Et j'ai beaucoup de matière, un ours de 52 minutes. J'espère qu'un jour j'irai au bout de... Ouais, carrément, moi je te le souhaite. On va parler des projets que tu as fait ici dans la cité phocéenne en tant que comédien. Il y a eu Pax Massilia, après de façon générale la saison 2 de Marianne, les films Libres et Heureux Gagnant aussi. Ouais. Moi je me rappelle très bien du personnage. Cette envie d'être devant la caméra, comment tu te sens en tant qu'acteur sur ces projets-là par exemple? Ouais, alors écoute, dans Pax, je me suis bien senti puisqu'il y avait quand même vraiment un truc à défendre. Le reste du temps, c'est quand même, tu vois, des petits rôles. J'ai la sensation que dans les petits rôles, il faut être encore meilleur que quand t'as un vrai rôle, entre guillemets. Les gens aiment pas dire qu'il y a des petits et des moins, mais quand même. Donc c'est pas toujours évident d'arriver sur un tournage sur une journée ou deux, de pas connaître l'équipe, de devoir être bon de suite. Il y a une forme de pression. C'est compliqué. C'est compliqué. Après, quand il y a l'espace pour s'exprimer, comédien, c'est un métier de fou, quoi. C'est incroyable. Bien sûr. C'est génial, quoi. Et même si tu as fait quelques jours sur ces tournages, est-ce que tu as des anecdotes comme ça, des petits souvenirs en particulier à nous partager? Non, des anecdotes de tournage. Une rencontre avec un metteur en scène, un autre comédien aussi, quelque chose qui t'aurait impressionné, je ne sais pas. Pas là-dessus. Pas d'image particulière. Tu tournes et tu t'en vas. Ben ouais, moi en tout cas, ça. Pour le moment, c'est un peu ça, ouais. Ben, par exemple, tu vois, j'ai tourné dans Berger aussi de Sophie Darras, une réalisatrice canadienne. L'expérience, pour le coup, ouais, l'anecdote, c'est que par exemple, j'ai été pris pour faire un berger, chose que je suis pas. Et elle tournait, c'est une fiction, mais elle tournait de manière hyper documentaire. Et je le savais, elle m'avait prévenu. Du coup, quelques jours avant, je suis allé voir un berger et je lui ai dit, bah, vas-y, laisse-moi rentrer dans le troupeau, fais-moi toucher des moutons, des brebis, des trucs, parce que si j'arrive sur le tournage et que j'ai des trucs à faire, je vais me fendre en deux. Et donc, j'ai fait ça. Et ça m'a permis sur le tournage d'arriver et d'être quand même plus à l'aise, même si j'étais vraiment tendu parce qu'il y avait des vrais bergers autour. Donc j'ai été hyper un peu en retrait. Mais ça, voilà, ça c'était trippant comme expérience. Ah oui, ouais, très intéressant, effectivement. Toi, en tant que, tu m'as dit que t'étais pas cinéphile, mais en tant que spectateur, quel regard tu portes sur ce cinéma qu'on pourrait qualifier de marseillais, en tout cas tous les tournages qui s'y font, les histoires qui y sont racontées, tu vois ça de quel œil? Ben, je vois ça d'un bon œil. J'espère qu'il va y en avoir plus. J'espère qu'il va y en avoir plus défendu par des auteurs du coin et des comédiens du coin. J'ai un regard assez critique sur ce qui se passe dans l'industrie et même dans le Sud. Je trouve qu'on est assez mal représentés, les comédiens marseillais, les auteurs marseillais, les réalisateurs marseillais. On se fait pas mal doubler et prendre pas mal de place. Mais il y a un mouvement qui est en train de se créer.
voilà, j'espère que ça va continuer. Moi, j'y participe, on est plein à participer. Et par contre, on se bat fort. J'imagine, parce que en plus, toi, tu es comédien, réalisateur. C'est quoi ton quotidien pour à la fois trouver des rôles, monter tes projets C'est quel investissement? Tu vois, là, je viens de faire des dépôts là, pour des aides. Ça fait 6 mois que j'écris non-stop avec une boîte de prod. On fait des allers-retours, etc. Et je sais que là, par exemple, j'ai mis mon statut un peu en stand-by en espérant que ces projets-là arrivent au bout. J'y crois un peu parce que Marie-Louise a eu quand même une belle aura et voilà. Et si d'un coup ces films-là ne sont pas aidés, je sais pas ce que je vais faire de mon statut cette année. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je rentre dans les choses et j'y vais à fond. J'ai mis un peu les projets, j'essaye de pas chercher de rôles en ce moment. Si on vient vers moi, ça va. J'ai un petit tournage dans un mois qui arrive, c'est cool. 6x52, un petit rôle, mais sinon, c'est complexe, ouais. Ouais, j'imagine. Et t'as pas envie de t'écrire un rôle, justement? D'être à la fois réalisateur et comédien dans ton film? Alors, sur le papier, non. Parce que je crois que j'aime bien écrire en ayant des visages. Et comme j'aime bien aussi le casting sauvage, j'ai envie d'aller rencontrer des gens. Par contre, là, j'ai un de mes projets qui a été financé par l'Adami, je sais pas si tu connais. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, l'Adami Déclencheur, qui est une super aide, et un film que je porte depuis 1 an et demi, 2 ans, et qui trouvait pas preneur. Et donc là, je pense que ça peut lancer le projet. Et la particularité de l'Adami Déclencheur, il est donné à un porteur de projet comédien, et je dois jouer dedans. Donc là, je suis en train d'essayer de trouver ma place dans ce court-métrage dans lequel j'avais pas prévu de jouer, quoi. Donc là, je vais peut-être vivre ma première expérience derrière et devant. Ah, ça serait canon. Ouais. J'aimerais rebondir sur casting sauvage. Quelle approche on a pour faire un casting sauvage? Tu vas dans la rue, comment ça se passe? Ça peut être abstrait un peu pour les gens. Ouais. Moi, je me suis lancé dedans sans savoir ce que c'était et j'étais souvent accompagné de ma compagne parce que j'avais... pour les gars, c'était facile à aller voir, les jeunes, Loulou qui était en bord de mer, j'allais les voir, voilà, oui. je suis un gars de la mer, ça allait. Les filles, des fois, je me sentais, je me disais, qu'est-ce qu'elles vont se dire de ce vieux mec à barbe blanche qui va leur parler et tout, ouais, j'ai un film et tout, je vais vous filmer, tu vois. Donc, beaucoup de précautions, moi j'allais souvent avec mon Instagram, même si, bon, ça peut être un truc chelou aussi, mais bon, voilà, j'essayais de rassurer. C'est difficile de trouver la bonne approche, finalement. Ouais, hyper difficile. Ouais. Donc, très délicatement. Ouais. En tout cas, ça a été réussi pour Marie-Louise. J'invite vraiment toutes celles et ceux qui nous regardent ou nous écoutent à regarder ce petit bijou que j'avais découvert à La Ciotat il y a 2-3 ans, me semble-t-il. Alors, il n'y a pas qu'au cinéma et à la télévision qu'on a pu te voir. J'ai continué mon petit travail d'enquête, on va dire, parce qu'il y a ce clip de Seth Gecko avec Akhenaton et Sat l'artificier qui s'appelle Mort sous la même étoile. Parle-moi de ce rôle que tu as dans ce clip et comment ça s'est passé. C'était énorme. C'est... Je crois que c'est Marine, je me souviens plus son nom, la directrice de casting, un jour qui me contacte, qui me dit il y a un tournage avec Seth Gecko, Akhenaton et Sat et tout. Et je suis là, genre, d'accord, très bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vas-y, envoie une photo, envoie ci, envoie ça. J'envoie, elle me dit, écoute, ils te veulent, quoi. Et j'étais là, genre, vas-y, pour la postérité, hein. Je peux pas ne pas tourner là-dedans, quoi. Et donc, voilà, ça s'est fait, tu sais, les clips, des fois, en tout cas, même pour ces grandes stars, ça s'est fait de manière assez rapide et tout. Mais c'était super, je les ai vus, je les ai rencontrés. D'ailleurs, je suis censé aller manger au burger de Seth à un moment donné. Il m'avait dit, ouais, tu viendras manger un burger et tout. Et voilà, c'est trop bien. Et là, pour le coup, des fois, en plus, bon, ça a une hyper visibilité à Marseille. Il y a plein de gens qui m'ont dit, c'est pas toi le mec dans le clip et tout. Le docker. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'imagine qu'il y a des belles images parce qu'il y avait des moments assez forts aussi. J'invite aussi à voir le clip. On pense forcément à Né sous la même étoile et là, on a l'autre côté. Carrément. Non, mais puis, vraiment, c'est pour l'expérience d'être dans un clip de ces icônes, tu vois. Alors, il y a aussi de la publicité, j'ai noté Deliveroo Koh-Lanta. Qu'est-ce que c'est? Comment ça s'est présenté? Et encore, putain, il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a plein. Ouais, mon profil, il marche bien en pub. J'ai décidé, là, j'en fais plus cette année. Ça fait rentrer pas mal d'argent, même si ça a été pas mal revu à la baisse les dernières années. D'accord. C'est une grosse utilisation de ton image, il faut vraiment le vouloir. Et après, moi, j'ai la barbe blanche, mais je suis quand même assez physique encore, sportif. Et donc, dans la publicité, je pense que je vends entre guillemets du rêve je suis le papa encore en forme, tu vois, donc ils adorent ça, ils se disent, mais tu peux faire du vélo, tu peux sauter, tu peux danser, et t'es papa, et t'as 45 ans, c'est incroyable. Oui. Ah, mais c'est génial. Ouais. Ça s'est présenté comment la première fois de faire une publicité? Comment j'ai fait la première fois que j'ai fait une publicité? Je crois que c'est quand j'ai commencé à faire des démarches pour tourner, tu vois. Tu fais quelques photos
Et à un moment donné, je crois que je suis rentré dans une agence de mannequins. Il faut que tu sois dans une agence de mannequins. Et en plus, tu fais pas d'heures quand tu fais... c'est ça qui est particulier. Quand tu fais du casting pub et que tu as des rôles en pub, tu fais pas d'heures. Donc, tu as des droits à l'image qui sont bien rémunérés, mais tu peux pas faire d'heures pour ton statut. Et c'était pour quelle enseigne? Tu peux la citer, hein, une marque? Ouais, je sais que j'avais fait... Alors, ça en parlant d'anecdotes, j'avais fait une des premières, elle se passe à Bordeaux. C'était pour une association, mais qui faisait une publicité pour le conseil en évolution professionnelle, le CEP. Et eux, ils m'abordent, ils n'ont pas beaucoup d'argent, c'est une asso, etc. Oui, bon, si, ça. Je dis, ok, très bien. Et quand je signe les papiers, comme ça arrive souvent, très attention au papier qu'on signe, ils avaient noté une liste de choses dans lesquelles je pouvais peut-être apparaître. Ils me disent, t'inquiète, hein, on n'a pas d'argent, ça va pas, on ne fera jamais rien de tout ça. Finalement, la pub marche bien, elle est entre guillemets achetée par l'État, ça devient un produit d'État pour valoriser ce truc-là d'évolution professionnelle. Et je me retrouve imprimé sur les papiers de baguettes de pain partout en France. J'ai des potes qui m'appelaient, qui me disaient « C'est toi là sur la baguette de pain ?» J'étais là genre « Ouais, c'est bon, putain, c'est pas possible. » La réaction, elle doit être incroyable. Ah, c'était ouf. J'étais là genre, je sais pas, abribus en énorme. Mais alors, mine de rien, quand tu fais une publicité, il y a de l'acting qui est quand même demandé finalement. Oui. C'est un autre exercice, c'est une autre façon de faire. Ouais, beaucoup sur l'image, beaucoup sur ce que tu dégages et ce que tu représentes. C'est pas hyper funky, quoi. Alors, on va bientôt entrer dans le climax de cette émission, Régis. Je te propose un tour d'horizon de tes prochains projets. Alors, de quoi peux-tu me parler? Là, j'ai 2 projets en dépôt, en financement. Un qui est aidé par la DAMI, mais on va aller chercher plus d'argent. Un projet très ancré dans le moment. Je peux te les pitcher si tu veux. Avec plaisir. Celui-là, il s'appelle Jusque dans nos bras. C'est l'histoire d'un couple qui s'effrite dans l'entre-deux-tours des présidentielles de 2027 parce que le gars du couple vote FN de manière cachée. C'est une sorte de thriller social, qui se passe à Marseille. L'autre, ça s'appelle La Poussière, pareil, en dépôt aussi, en plénière du CNC, et ancré dans une histoire vraie dans les quartiers nord de Marseille. Ça se passe dans une blanchisserie. Il y a une jeune femme d'origine comorienne qui rentre travailler dans une blanchisserie en intérim pendant que sa mère tient un piquet de grève à l'extérieur, car la blanchisserie ne répond plus aux critères sanitaires pour y travailler. Donc c'est un peu le choc des générations entre les jeunes qui ont besoin de travailler et les anciens qui se battent pour les droits acquis, quoi. Voilà. Après, j'ai un projet de série aussi. Celui-là, je peux pas trop le balancer parce que je pense qu'il est énorme et que, comme il n'est pas encore en développement... Garde-le pour toi. Je le garde. Mais en tout cas, ces 2 projets de fiction nous intéressent grandement et puis on espère te recevoir à nouveau pour en parler. Hein. Ça sera bon signe, ça voudra dire que c'est tourné et projeté. Marseille, ça restera toujours ton terrain de jeu? Ouais, pour le moment, c'est une ville qui m'inspire. Je suis parti longtemps, j'ai toujours eu ça en tête. Je connais bien, j'ai des couleurs, des envies, des textures, ouais, carrément. T'as envie de la montrer autrement aussi, au grand public? Ah oui, ouais. Les 2 projets dont je t'ai parlé, là, c'est vraiment, c'est hyper sensible. C'est sur Marseille, c'est à Marseille, c'est avec des gens du coin, mais j'essaie d'être un peu plus loin des clichés que ce que des fois on essaie de montrer, ouais. Exactement. Eh ben, en tout cas, encore une fois, on parle de Marie-Louise parce que ça va balayer tout ça. Pour conclure cet entretien, 3 questions pour te découvrir autrement. T'es prêt? Ouais, allez, vas-y. Le film que tu rêves de réaliser? Le film que je rêve de réaliser, peut-être celui que je prépare le long, histoire d'un jeune garçon à Marseille qui habite assez loin de la mer et qui rêve d'aller s'y baigner. Ça, c'est beau comme pitch, beau postulat. Le rôle que tu n'accepteras jamais? Alors ça, je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais ne pas accepter? Ouvert à tout. Ouais, je pense ouvert à tout, hein. Sinon je crois que tu fais pas ce métier. Non, ça serait plutôt avec qui et pourquoi, quelle production, quel contexte, plutôt que le rôle, ouais. Et au fond, pourquoi tu fais ce métier? Je crois que parce que c'est pas si facile et que je viens du sport et que quand il y a un truc qui résiste, il faut que j'aille au bout. Et parce que je pense que j'ai des choses à dire. Clairement. Eh ben, nous, on est là pour les entendre. Merci beaucoup, Régis, pour ce moment passé ensemble. Je vais t'inviter à signer notre logo. Hop. Merci à toi, à vous. Donc, une petite signature, le feutre est ici. C'est quoi, il y a un sens? Oui, les aiguilles d'une montre. Il y a encore un peu de place. Il y a de la place et en plus, ils ont tous laissé le centre. Oui, pour l'instant. Donc, en souvenir de notre échange. Je vais là. Voilà, j'ai pas vraiment de signature à moi, mais je mets un petit cœur. Super. Merci beaucoup, Régis. Ça laisse une trace indélébile de ton passage sur le fauteuil de ciné Massilia. Merci. Et quand on te voit, il y a à la fois
à l'écran et derrière la caméra pour tous tes beaux projets. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce 12e numéro de Ciné Massilia. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur YouTube afin qu'on continue ces beaux échanges. À très vite.